Voilà. Donc, je dis que je suis professeur allemand. Donc, je suis chargé de vous présenter le cours sur le système climatique et météorologie. Donc, quand on veut parler du climat, il faut pouvoir avoir à sa disposition des données au moins d'une trentaine d'années. Trentaine d'années. Et souvent, ce n'est pas aussi évident que ça dans les pays africains. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les données dont nous disposons sont issues de projets qui sont limités dans l'espace, qui sont limités dans le temps. Et même quand des pays se donnent les moyens d'acquérir des données, bien souvent, ce sont des données, par exemple, prenez le port d'Abidjan. Le port d'Abidjan effectue des données marégraphiques, mais ces données-là ne sont pas mises à la disposition des chercheurs. Ne sont pas mises à la disposition des chercheurs. Et il est difficile d'aller, de pouvoir avoir accès à ces données-là. Alors, si je peux raconter une anecdote, c'est que on avait besoin de données marégraphiques. Et ils nous ont dit, au niveau du labo, on est parti de voir avec le directeur, ils ont dit, il faut qu'on leur donne 5 millions par an pour qu'ils nous puissent nous fournir. Alors que le port, c'est vrai que c'est privé, hein, c'est public, mais voilà. Donc, ils ne peuvent pas nous mettre les données à notre disposition. Si vous allez à l'aéroport pour avoir des données, des stations, des mesures en Côte d'Ivoire, ce n'est pas aussi évident que ça. Et dans presque tous les pays, c'est comme ça fonctionne. Vous ne pouvez pas parler de climat à l'échelle sous-régionale ou régionale si vous ne disposez pas des données de ces zones-là, de toutes ces zones-là. Et un des problèmes qu'on constate, c'est que souvent, ce sont des données qui ne sont pas acquises avec les mêmes instruments, qui ne sont pas au même format. Vous avez le Ghana qui effectue des mesures, par exemple, de la température de la surface de la mer, et qui met ça à un certain format, ces données, dans sa base de données. Vous avez la Côte d'Ivoire, il met aussi ça dans sa base, dans un autre format, dans sa base de données. Et puis, si vous avez envie de travailler à cette échelle-là, vous êtes confronté à un problème de format. Vous voyez? Donc, lorsqu'on veut aborder des problèmes liés au climat, il faut d'abord avoir des données sur une série assez longue, plan temps, et de qualité même acceptable. Acceptable, ça veut dire qu'on a validé ces données, etc., etc. Bon, on va aborder un peu ça pendant cette présentation, mais bon, ici, je vais parler uniquement de quelques notions sur le climat, sur la météorologie. Et puis, il y a des thèmes sur lesquels j'aimerais que vous planchiez dessus dans des exposés. Hein? Vous allez approfondir ça. Ce n'est pas pour faire de vous des météos etc., mais pour vous donner quelques notions qui vont par la suite vous aider à pouvoir aborder d'autres sujets dans lesquels s'intègre le climat. Donc, dans ce chapitre-là, on va donner quelques définitions. Bon, je pense que vous pouvez intervenir en interactif, hein, c'est-à-dire que vous pouvez m'arrêter à tout moment et puis pour poser des questions. Monsieur Arnaud, c'est bien ça, hein? Vous pouvez intervenir. Oh, ça. Oh, oui, vous pouvez intervenir directement.
Bon, voilà. On dit que donc le climat, c'est un ensemble de circonstances atmosphériques et météorologiques au travail des régions. Donc, on a ici un climat de type équatorial, tropical, désertique, tempéré, etc. Nous, on a la chance d'être dans la zone tropicale, on est bien content d'avoir le climat que nous avons. Lorsqu'on parle de la météorologie, c'est donc l'étude de l'atmosphère, essentiellement de la troposphère et de ses phénomènes. Donc, ce qui va primer dans l'étude météorologique, c'est surtout le court terme. Ce qui nous intéresse quand on veut s'intéresser aux prévisions météo, quand on veut regarder la météo, c'est pour les jours, c'est-à-dire on peut avoir la météo pour aujourd'hui, pour demain, etc., etc., mais ce n'est pas pour 2025. Non, on ne parle pas de météo pour 2025. C'est à la rigueur de la semaine. La semaine, parce que c'est des prévisions qu'on fait à partir d'un certain nombre de données sur des logiciels, sur des modèles de prédiction. Et à partir d'un certain temps, ils ne sont plus précis. Parce que vous voyez, ce qui va dans le labo, mon labo, ça s'appelait dans le temps laboratoire de physique de l'atmosphère. Et en Afrique ici, que vous avez au Sénégal aussi, il y avait un labo de physique de l'atmosphère à Dakar, l'université Cheikh Anta Diop. Au début, il y a bien longtemps, et d'ailleurs, il n'y a pas aussi longtemps que ça, quand on veut connaître le temps, on regarde le ciel. Quand on regarde le ciel, savoir si il va pleuvoir, s'il va faire beau, etc., etc. Donc, on avait l'impression que le temps ne dépendait que de tous les phénomènes, uniquement que des phénomènes atmosphériques. Mais notre planète, c'est 71% occupé par les océans. 71% occupé par les océans, c'est-à-dire la terre ferme représente un peu moins de 30%. Donc l'océan va jouer un rôle majeur dans, dans la prévision, dans la météorologie et puis dans le climat, parce que le climat, c'est ces successions d'événements sur une très longue période. Lorsqu'on observe la météo, sur une très longue période, peut aller alors parler de climat. Mais alors, vous voyez, sur la Terre, on peut effectuer des mesures aussi facilement. Il dispose d'instruments de mesure, on peut disposer d'instruments de mesure un peu partout pour tenir, mesurer des paramètres. Mais quand l'océan qui occupe 71% de cette planète-là, il n'est pas facile de pouvoir effectuer des mesures dans l'océan. Et d'ailleurs, c'est pour cela aussi que les satellites vont apporter des informations majeures. Des informations majeures. Si sur la Terre, on est capable de faire des mesures aussi facilement, mais dans l'océan, il n'est pas aisé de disposer d'instruments de mesure dans l'océan pour acquérir des mesures. Et quand on a des plateformes niveau des c'est très cher, quand vous voulez faire une campagne océanographique, il y a des endroits qui sont accessibles par bateau, mais il y a des endroits où, quand vous allez au pôle, c'est difficilement navigable. Et puis, les mesures en mer, ça coûte très cher. Un bateau équipé avec des scientifiques à bord pour 2 fois 3 semaines. Si vous n'avez pas 150 millions, il ne faut pas le faire.
il faut disposer. Alors, on peut faire des campagnes en mer sur nous, la plus longue période au cours de laquelle on a fait des campagnes en mer, c'est 45 jours. Hein? Mais on ne peut pas faire des campagnes en mer toute l'année. Or, les phénomènes qui interfèrent, qui entrent en ligne de compte pour l'étude, que ce soit l'étude de la météo ou le climat, c'est toute l'année. C'est toute l'année, ce n'est pas seulement sur cette période. Oui, donc ce qui va différencier le climat de la météo, c'est que la météo, on a besoin d'avoir aussi bien des données de l'atmosphère que des données au niveau des océans. Comme je vous ai dit, l'océan, c'est 71% de notre planète. Et l'interaction entre les océans et puis l'atmosphère, c'est ça qui va permettre de pouvoir bien définir, faire les prévisions météorologiques. Ça veut dire qu'il faut avoir des stations de mesure sur les océans et il faut avoir aussi des mesures dans l'atmosphère. Des mesures de l'atmosphère, il y a des satellites d'observation, il y a des mesures qu'on fait à partir des sondes, des ballons sondes. Ce n'est pas le ballon des Chinois là, hein, que les Américains ont du tout. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il y avait là-dedans. Mais en fait, ils s'espionnent tous. Hein? Mais bon, c'est celui qui s'est fait attraper, c'est ça, sinon ils s'espionnent tous. C'est fait pour ça. Voilà, donc quand on parle de météo, c'est le court terme, notamment prévision sur quelques jours. Par contre, le climat, quand vous faites des mesures sur une très longue période, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est ça qui permet de pouvoir bien apprécier et quantifier et décrire le climat. Et quand vous voulez parler du climat, par exemple la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas vous contenter uniquement de prendre des données sur la Côte d'Ivoire pour parler pour le climat de la Côte d'Ivoire. Non, vous êtes amené à faire une observation sous-régionale, ou régionale même. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce qui va dissocier le climat de la météo, c'est aussi bien la composante, il y a la composante temporelle, mais aussi la composante spatiale. C'est-à-dire à l'échelle du temps, si pour pouvoir observer les grosses perturbations, c'est à l'échelle de l'heure, de la journée, de la semaine. Vous avez un satellite, un satellite Météosat, par exemple, satellite Météosat. C'est un satellite pour l'observation de la Terre. C'est un satellite qui est géostationnaire. Géostationnaire, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il est placé dans l'orbite. Il est d'abord à l'orbite équatoriale, sur l'orbite équatoriale, et il est à 36 000 km de la Terre. Et ces satellites-là, ils observent une portion de la Terre en permanence. Ils suivent. C'est bien poursuivre les phénomènes qui évoluent très, très rapidement dans le temps. Notamment toute la dynamique de l'atmosphère, il observe. Alors, nous, on avait une station Météosat ici au labo. On n'a pas pu l'entretenir jusqu'à maintenant. On avait une station Météosat et on suivait les phénomènes de convection. On voyait où prenaient naissance les nuages, comment ça s'est développé. Et puis, on pouvait alors prédire et voir à quel moment on allait avoir des
D'accord, donc on arrive à suivre la dynamique des nuages. Donc je dis que pour la météorologie, on se limite à des informations qui concernent l'heure, c'est-à-dire les heures suivantes, quel temps il va faire, ou demain, la journée, ou au plus la semaine. Ici, la chance qu'on a, c'est qu'on a ce qui ne varie pas beaucoup. Hein. Hein, si on n'a pas tellement besoin de regarder la météo, hein, parce que le temps varie très, très peu. Ça varie très peu. Et on connaît les grandes. Mais en, en, dans les pays tempérés et autres, là, c'est très, très important pour la navigation aérienne, la météorologie. Très, très important pour la navigation aérienne parce que, bah, et d'abord, il y a la navigation. Quand l'avion va décoller et tout, on lui donne un bulletin météo. Mais pendant le vol même, ils ont une station météo à bord embarquée qui leur permet de suivre l'évolution. Parce qu'il y a des phénomènes qui peuvent évoluer très, très rapidement. Donc, aussi, ils ont besoin d'avoir la prévision météo pour coller, atterrir, etc., etc. Pendant l'hiver, comme ça, c'est très, très important. Très, très important. Nous, ce qui va, c'est pendant la saison des pluies, à partir du mois de mai jusqu'à fin août, là, qu'on a de fortes perturbations liées à la mousson. Et à part ça, et puis bon, peut-être la période d'harmattan, où aussi la visibilité est très très faible, est très très faible, on a besoin d'avoir des bulletins météo là. Voilà. Bon, je pense que vous allez, ce que j'ai oublié, c'est de vous présenter aussi. Hein. Oui, on va commencer par vous qui venez d'arriver. Bonjour. Ouais. Ouais. J'ai fait un master en entomologie. Et j'ai fait ensuite un master de hasard. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je vais faire l'agriculture de précision, mais notamment, il y a une sous-inspiration dans un domaine clé, la culture du cacao. J'ai déjà travaillé sur une maladie. Voilà, et c'est sûr que je vais continuer avec. Sur le cacao? Oui, sur le cacao. Mais. Ah oui. Mais en quoi ce que tu es en train de faire là va être. Oui, c'est quoi tu veux utiliser? Ah oui, la maladie? Oui. Oui, c'est-à-dire que c'est avec les images. Oui. Comment tu fais? Comment tu fais? Je fais ça à l'aide d'une image que tu dis. Je peux faire ça aussi à l'aide en prenant les points. Souvent, ça, c'est avec le GPS et puis introduire dans une. Mais bon, tu sais aussi, le drame qu'on a, c'est que ces images-là, elles sont nuageuses. Nuageuses, elles sont couvertes de nuages. Ces zones-là, ces zones de culture cacaoyère-là, sont des zones très nuageuses et c'est pas aussi simple d'avoir des images de bonne qualité pour pouvoir arriver à cartographier, à détecter tout ça. Il y en a plus d'images drôles aussi. Oui, bon. Là, c'est. Oh, oui, bon.
Mais s'il y a des nuages, tu ne peux rien faire avec, hein, même si tu payes, même si tu achètes. Peut-être que les drones seront des instruments beaucoup plus efficaces que les données satellites, hein, à mon avis. À mon avis. Puis bon, tu peux maîtriser, tu peux faire des mesures tout le temps. Alors qu'avec les satellites, d'abord il faut les programmer, tu n'as pas les images quand tu veux, à des périodes clés, alors que le drone, tu peux faire voler ça à tout moment. À tout moment. Ok, ça, je pense que c'est une bonne idée. Une bonne idée. Mais après, une fois qu'on a détecté les zones infectées, comment on fait après? On va faire un suivi. Et mettre ça, faire un planting en poésie sur ça à l'aide de la détection de même connaître le rendement. Et... Oui, attends, tu sais, la télédétection, c'était un très bel outil. Hein? Ah oui, d'accord. C'est pas la télévision. C'est pas la télévision qui va te permettre de faire d'avoir les rendements. Hein. C'est parce que la télévision seule ne peut pas. Il y a les données in situ, c'est-à-dire les données que tu vas acquérir sur le terrain, les récoltes et machin et tout ça, c'est ça qui va te permettre d'évaluer. Sinon, parce que avec ces images-là, tu n'as pas accès à choses. Hein, tu vois qu'au-dessus, il y a une certaine difficulté aussi, comme c'est une culture agro-forestière. Eh oui, bien sûr. Donc, ça fait qu'on ne peut pas reconnaître la maladie. Bon, voilà, c'est pour attirer ton attention sur ça, parce que, bon, parce que moi, ma formation de base, hein, c'est la télédétection. Hein. J'étais ce projet-là, ça fait longtemps que ça traîne dans les tiroirs, ce genre de projet-là. C'est-à-dire que à un moment donné, les Sud-Américains, peut-être qu'ils sont allés un peu plus au-delà de ça. Hein, et ils arrivent véritablement à faire ce travail sur le café ou quelque chose comme ça. Le problème qu'on a ici, c'est non seulement il y a la couverture nuageuse par satellite, il y a au fait que ce sont des plantations sous abri. C'est ça, hein? C'est dans la zone forestière. On ne détruit pas tous les arbres pour pouvoir pour faire du cacao ou quelque chose comme ça. Ah oui. Oui. Bon, ok. Donc, c'est bon? Et oui. Formation ici. Je travaille sur la relation forestière. Donc, mon objectif, c'est de cartographier la dégradation forestière pour anticiper la déforestation. Pour une mise en place d'un système d'alerte précoce, on va d'abord permettre de stopper la déforestation. Parce que la dégradation est l'un des phénomènes précurseurs de la déforestation. Si nous avons détecté très tôt la déforestation et la dégradation, qu'est-ce qui est à la base de la dégradation? La dégradation, oui, c'est surtout la question de l'agriculture, l'urbanisation. Comment on fait pour stopper ça? Notre travail va s'axer beaucoup plus sur les forêts, les réserves. Parce que c'est pour cartographier ou c'est pourquoi en fait? Cartographier la dégradation aussi des réserves de forêt. Puisque c'est l'infiltration clandestine d'abord.
Donc, si on arrive à décider très tôt, vous savez, j'avais un projet sur lequel le BNET travaillait dans le temps là. Et moi, j'étais en thèse d'ailleurs. Et j'étais chercher un stage, donc je suis venu à... Et eux, le projet, c'est d'installer les jeunes agriculteurs là, c'est-à-dire cartographier toutes les zones de jachère. Toutes les zones de jachère pour installer des agriculteurs, quelque chose comme ça. Mais quelle est la définition exacte d'une jachère par rapport... C'est les gens qui sont sur le... Finalement, on a fait beaucoup de terrain. Ils ont fait beaucoup de terrain et ils ont laissé les données images, etc. Donc, c'est un travail qui est très intéressant, mais qui nécessite beaucoup de terrain. Beaucoup de terrain. Et puis, la question qu'on se pose, c'est comment arrêter ces dégradations? Comment arrêter ces dégradations? On est grand point d'interrogation. Au stade où on est arrivé là, où on est, je ne sais pas, un taux de forêt, je ne sais plus, hein, c'est peut-être moins de 20%. Moins de 20%. C'est terrible. Hein? Je travaille sur la Grande Muraille Verte. Je ne sais pas si vous connaissez le projet de la Grande Muraille Verte. J'ai un étudiant qui est en thèse dessus. On a essayé de mesurer, puisque c'est depuis 2005 que les reboisements ont commencé sur la Grande Muraille Verte. Et on est arrivé, les quantités, il y avait les pluies dans cette zone sahélienne-là, mais tant qu'il n'y avait pas de végétation, une fois qu'il pleut, l'eau ruisselle. Mais depuis qu'ils ont commencé à faire le planting, l'eau s'infiltre. Donc le taux d'humidité a augmenté. Et ça fait que même pendant la sèche, dans les périodes sèches, saison sèche, vous avez encore une certaine quantité d'eau dans le sol qui permet de maintenir. Et puis on a pris des sites où on n'a pas fait de planting du tout. Et au fil du temps, on voit une dégradation qui se poursuit. Parce qu'il a beau pleuvoir, sur un sol nu, ça sera toujours nu. Mais une fois que vous plantez, il peut y avoir aussi de la végétation spontanée qui va aussi prendre place. Et le taux de carbone, de séquestration du carbone, a commencé à augmenter. Donc, je pense que la chance que l'humanité a de retrouver un peu, première des choses, c'est de planter. C'est de faire de la reforestation. Donc, bon, une étude pareille, ça permet d'attirer l'attention d'abord des gouvernants sur la situation actuelle, sur une situation critique, et de prendre des grandes mesures pour accompagner cela. Sinon, on va aller plus loin dans la dégradation de notre environnement. Je pense que c'est un bon projet sur lequel vous pouvez avoir des financements et tout ça là pour... Parce que ça intéresse tout le monde, hein? Ça intéresse tout le monde. OK. Bonjour. C'est la cartographie des eaux à risque d'inondation. À risque d'inondation. La commune de, à l'aide de la méthode AHP et de la chute. À travers mon travail, le but est d'abord de cartographier les zones qui sont susceptibles d'être inondées et mettre en place des systèmes. Et c'est de lutter aussi contre les inondations. C'est avec le projet Diawa? Non, peut-être. Parce que je suis impliqué dans... Et puis, il y a le professeur Oshou, que peut-être vous ne connaissez pas, qui est dans le labo, qui travaille, il était responsable des risques et catastrophes comme ça.
Bon, ok, là aussi, il y aura besoin d'avoir des images, des drones et tout cela. Le Pérou, c'est une zone quand même qui est moins de risques par rapport. Je sais pas, il y a des zones d'inondation là-bas. Ah ouais? Vous connaissez Abidjan, la zone, le quartier, la commune qui est la plus sécurisée, c'est laquelle? Non, à la famille. C'est où ça? C'est quelle commune? À Bobo? C'est à Bobo. Quand vous regardez l'élévation par rapport au niveau de la mer, la zone la plus. C'est à Bobo. C'est pour ça que d'ailleurs, sur toutes les zones là-bas, après les pluies, là, c'est déverse ici, hein, Cody, ici. C'est à Bobo. Et Port-Boué, alors, et 13 villes, c'est grave. Ce sont des zones, si on ne fait rien du tout, avec l'élévation du niveau de la mer et avec les changements qu'on observe, ce sont des zones qui vont être très affectées. Parce que quand on regarde niveau, niveau ces zones-là par rapport à la mer, au niveau de la mer, c'est bas. Comme le port d'Abidjan aussi, et l'aéroport d'Abidjan, l'aéroport, le port, etc. Et pratiquement toutes les villes côtières ouest-africaines. Abidjan. Alors, le danger de ça, le danger, là, puisqu'on est en train de discuter et tout ça, le danger, c'est que la plupart des villes ouest-africaines là, ont leur capitale sur la côte. Et les plus grandes infrastructures sont dans ces zones-là. C'est-à-dire, vous prenez pour la Côte d'Ivoire, Abidjan, toute la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Oui. Voilà. Donc, s'il y a des, je touche du bois, s'il y a une catastrophe du point de vue océanique ou catastrophe naturelle, c'est la Côte d'Ivoire qui a genoux. La solution, et dans les dizaines d'années qui vont venir, la solution la plus fiable, c'est de relocaliser certains acteurs à l'intérieur. Vous voyez, vous connaissez Grand Laou? Vous avez entendu parler de Grand Laou? Vous voyez ce qui se passe à Grand Laou? Hein? C'est ce phénomène-là qui va activer tous les. Abidjan. Inondation, érosion. Vous voyez, quand il y a la houle, au mois d'août, il arrive que sur la voie express de Grand Bassam, qui va à Abidjan à Grand Bassam, là, que la mer rejette un nombre de choses sur cette voie-là. C'est tout. Et cette route-là va tenir combien de temps? Avec l'érosion qu'on connaît surtout. Il y a eu en 2011, 2010-2011, une route très très importante qui a emporté 12 mètres de terre en une nuit. 12 mètres à Dufou. 12 mètres. C'est-à-dire qu'actuellement, l'intensité des houles, les houles deviennent de plus en plus fréquentes et deviennent de plus en plus intenses. Donc, l'aéroport même d'Abidjan est menacé. L'aéroport est menacé. Certainement, si on doit faire notre aéroport, c'est peut-être vers Anyama là-bas ou bien à Boubou, quelque chose comme ça. Ah oui, l'aéroport est menacé. On est à combien de mètres de l'océan? Hein? C'est vrai que les Japonais ils construisent des aéroports sur les océans et tout ça, mais bon, ça tient combien de temps aussi? Donc, les phénomènes naturels, pour lutter contre ça, ce n'est pas aussi évident que ça. Il y a eu le tsunami de 2011 au Japon. Ce tsunami-là, ils avaient érigé des barrières, des digues dans les prévisions, c'est-à-dire les plus grandes
en étant le plus pessimiste possible, ils ont mis des garde-fous qui sont à une hauteur de 8 mètres. 8 mètres. Mais quand il y a eu le tsunami, c'était 12 mètres. Il y a eu 12 mètres. C'est-à-dire que dans la situation actuelle, tous les paramètres qui entrent en ligne de compte sont en grande, subissent des grandes dynamiques, c'est-à-dire des grandes perturbations. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de stabilité en tant que telle. Ça fait que les prévisions qu'on avait il y a un certain nombre d'années sont dépassées. Donc, des risques de catastrophes de plus en plus vont être très, très importants. Catastrophe. Ça veut dire que si vous voyez Lagos, Cotonou, Abidjan, Accra, si vous allez là-bas dans ces villes-là au mois de juin, vous allez voir, hein, Cotonou est sous l'eau. La ville de Cotonou par rapport au niveau de la mer, c'est pas grand-chose. Hein? Et il y a une bonne partie qui c'est la submersion. Regardez Assini. Assini au mois d'août, il y a des fois la submersion, c'est-à-dire que ce n'est pas la pluie que c'est l'eau de mer. Vous avez entre à Assini, vous avez la lagune, vous avez la mer. Mais il y a des fois où l'eau de mer vient dans la lagune. Donc, ça va changer la composition même chimique de la lagune. D'où de la biologie marine et de la biologie de cette... Parce que ça va devenir de plus en plus sérieux. Le fait que... Donc, allô, professeur? Oui, allô? Oui. Oui, s'il vous plaît. Moi, ma préoccupation fondamentale, j'ai une préoccupation, c'est que avec des éminents professeurs que nous avons, que vous êtes, malgré ça, ce phénomène-là, ça continue. C'est ça mon inquiétude, en fait. Pour le cas de Grand Laou, depuis on était encore plus jeune, on a entendu parler jusqu'à Laou pendant qu'il a abandonné. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'on cherche aujourd'hui. C'est pas ce fait-là, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour arrêter ça? C'est ça? Bon, c'est qui? C'est Arnaud? Monsieur Arnaud? C'est monsieur Arnaud, non? Oui. Oui, professeur. Oui, c'est bien d'attirer. C'est une très belle question. Tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, si ah oui, c'est mademoiselle, non? Je vous dis, est-ce que vous connaissez le professeur Ochou? Il y a un projet qui s'appelle WACA. Vous avez entendu parler de ça? West African Coastal Area. Oui. C'est la résilience. Oui, professeur. La zone côtière. Oui. Et la solution à Grand Laou, où est le cimetière et tout ça là dans l'eau, hein, il n'y a pas que Grand Laou seulement. Il n'y a pas que Grand Laou seulement. Vous allez dans certaines zones au Gabon et tout ça là, beaucoup de cimetières sont dans l'eau. Beaucoup d'hôtels aussi, des infrastructures hôtelières sont dans l'eau parce qu'avant, on a pensé que avoir des hôtels en bordure de mer, c'est ça qui était primé. Mais tous ces hôtels à Lomé et autres là, ils sont dans l'eau. Ils sont complètement dans l'eau. Pourquoi? Parce que on a dérangé un système. De la circulation océanique. Quand vous créez, par exemple, vous créez des infrastructures portuaires, vous changez complètement tout ce qui est sédimentation et tout ce qui est... bon, il y a un moment, vous avez du sable que les courants ramènent sur le continent, et puis un moment aussi, il les ramène dans l'océan. Mais je vais dire que la pression, regardez ce qui s'est passé, c'est que la pression anthropique a joué un rôle important dans tout ce que nous observons. J'ai un étudiant qui a suivi sa thèse sur la vulnérabilité des zones côtières en Côte d'Ivoire. On a 3 grandes zones. Il y a la zone d'Assini jusqu'à Fresco, et puis de Fresco, Sassandra, et puis après, il y a toute la zone qui va jusqu'à Tabou, là-bas. Là-bas, c'est une côte rocheuse. À l'ouest, vous avez une côte rocheuse,
sur la zone dans laquelle nous nous trouvons actuellement, à Sini, Abidjan, c'est du sable. D'accord? Alors, il y a plusieurs phénomènes qui interviennent. D'abord, ici, il y a le fait que c'est une zone sableuse, de la pression anthropique est très, très importante. C'est-à-dire que les gens, ils vont enlever le sable pour construire, ils vont s'implanter au bord de la mer pour mener des activités. Dans ces zones-là, les zones, si vous prenez les zones de San Pedro, c'est une zone qui est très peu vulnérable. Mais avec le port qui s'est installé, il y a beaucoup d'activités qui ont lieu dans la zone de San Pedro. Donc, qui va commencer à fragiliser cette zone-là. Mais je vais dire que la question, là, elle est grande. Hein, il y a actuellement, dans le programme WACA qui est en cours sur toute la zone ouest africaine, il y a de la modélisation qui est en train d'être faite et ériger des digues, des barrières pour essayer d'atténuer le phénomène. Mais on ne peut pas arrêter ce processus. On peut qu'essayer de freiner un tout petit peu. Mais les moyens aussi qu'on va mettre là-dedans sont tellement importants que on a proposé à ces habitants-là, des Grands Laou, on leur a dit est-ce que ce ne serait pas bien que vous aménagez à l'intérieur des terres avec une aide financière, etc. Ils ont dit non, eux, ils veulent rester dans leur village, que c'est le village de leurs ancêtres, etc., etc. Ils ne peuvent pas accepter de partir. Mais ça fait des années que ces études-là sont en cours. Mais ce n'est pas une étude facile à réaliser. Parce qu'au moment où vous êtes en train de même de réaliser cette étude, la dynamique change. Vous voyez? Donc, il y a aussi des problèmes de financement très, très importants. Actuellement, c'est le sous-financement de la Banque mondiale. Mais il y a eu des travaux qui ont été faits. Mais après, quand vous avez fait les travaux, il faut trouver des financements pour réaliser ce qui a été prévu. Il faut rechercher. Pour rechercher les financements, ça va atteindre des années. Entre-temps, le modèle que vous avez développé, il devient obsolète. Donc, on entreprend encore d'autres projets pour comprendre. Parce que avant M. Ano, avant d'entreprendre des travaux de grande envergure, il faut comprendre le processus. Et ça, les physiciens, leur grand souci, c'est comprendre. Si vous ne comprenez pas un processus, vous ne pouvez pas trouver des solutions. Vous voyez? Donc, pour comprendre ce processus, ce n'est pas seulement à l'échelle des Grands Laou seulement qu'il faut le faire, mais c'est tout le bassin. Et bon, on a fait appel aux Néerlandais, aux Français, etc., etc. Il faut dire que aussi, c'est des domaines dans lesquels, en Côte d'Ivoire, on n'a pas beaucoup investi sur le plan intellectuel. C'est-à-dire qu'on n'a pas formé des gens qui peuvent étudier ce phénomène-là, développer des infrastructures qu'il faut pour pouvoir arrêter ces processus. Or, il y a des pays qui ont été confrontés à cela depuis très longtemps. Donc, eux déjà, ils ont eu certains backgrounds, une certaine expérience dans ce domaine-là. On les fait. Mais si vous prenez le Ghana, que vous prenez le Nigeria, ou vous prenez au Bénin, c'est pareil, la situation. Une fois, dans le projet sur lequel j'étais, je cherchais des gens pour faire la prévision de la marée. C'est-à-dire, moi, j'étais responsable du projet financé par l'UNESCO pour l'Afrique, pour installer des instruments de mesure. On avait installé les instruments de mesure et cherchait des personnes qualifiées pour faire les prévisions de la marée, ce qu'on fait les prévisions par an, prévision de la marée pour l'année. J'ai lancé l'appel, je n'ai pas trouvé des gens. J'ai embarqué mes étudiants là, et c'est lui qui a réalisé cela. Donc, il y a des domaines dans lesquels
on manque encore de personnel, de gens qualifiés, notamment dans cette étude cette étude de vulnérabilité des hommes politiques. Oh, c'est des problèmes très, très importants pour l'Afrique. Il y a des villes, Alexandrie, c'est peut-être la première ville la plus vulnérable. Vous prenez en Afrique du Sud, au Cape Town. Je ne sais pas si vous avez vu les images il n'y a pas très longtemps de cela, mais toutes ces villes-là sont en train de subir des grands phénomènes d'érosion, etc., etc., très, très importants. Il y a pas mal. Tout dernièrement, j'ai regardé des images à la télévision française, là, du côté de Brest et autres. Il y a pas mal de zones, d'habitations sur la zone côtière, là, côté Brest, qui sont pratiquement dans l'eau et on est en train de déplacer les gens, etc., etc. Donc, Jeannot, c'est un phénomène qui est mondial, qui demande beaucoup de moyens et pour lesquels nous, actuellement, nous sommes des pays qui n'avons pas de gros bras, de gros moyens pour pouvoir... Donc, la première solution, la solution la plus naturelle, c'est de déplacer les gens vers l'intérieur des terres. Ça, c'est quand je parlais. Vous voyez, dans tous les pays comme le Nigeria et autres, ils ont leur capitale, deuxième capitale à Abuja. Si on a une capitale à Yamoussoukro, il faut investir là-bas. Il faut faire de telle sorte que ces villes-là deviennent des villes très, très importantes. Ça, c'est une des solutions. Mais quels moyens on va mettre pour pouvoir arrêter ces processus-là, pour le port d'Abidjan, pour la raffinerie, pour la cible qui est là, pour l'aéroport? Voilà, un peu, donc on attend tout le monde. Hein. Il commence à réfléchir là-dessus, sur ça. Vous voyez? D'accord, OK. Oui. Je suis docteur mais impact de l'exploitation du lien sur le Ah, là-bas. OK. Oui. Oui. Parce que je suis étudiante saine, j'avais des séances en sciences de la ressources minières. Merci pour médecine. Oui. Je suis professeure de et mon thème est proposition des données d'observation de la cartographie des indices hydrocarbures à l'aise du bassin. C'est la pollution et tout ça, la pollution. D'accord. Et où est-ce que vous en êtes? Vous avez... en fait, dans tout ça là aussi, il y a les données. Il y a les données. Bon, il y a le CIAPOL qui est là, hein, qui pourra certainement contribuer à cela. C'est les données, hein, c'est-à-dire que quand on envisage mener une étude, à l'introduction, j'ai dit que le gros souci qu'on a en Afrique, ce sont les données. Ce sont les données. Quelles données a-t-on dans le temps, dans l'espace? Oui, on m'avait demandé d'installer des marégraphes sur tout le continent africain, le long des côtes. Alors, pour pouvoir installer, il y a des critères. On demandait aux gens, bon, est-ce qu'il y a des informations qui nous permettent d'apprécier ce qui s'est passé auparavant? C'est-à-dire, est-ce que le niveau de la mer, est-ce qu'on le connaît à Abidjan? Il est de combien? Vous savez, pour pouvoir l'apprécier, il faut avoir une quarantaine d'années de données. On ne l'a pas.
Les Ghanéens, ils ont des données depuis 1940. Et on a vu très bien qu'il y a une élévation progressive du niveau de la mer. Donc, on a installé un marégraphe là-bas pour pouvoir continuer à suivre le phénomène. Mais en Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas des données pour savoir si ce phénomène-là, il est progressif ou pas, ben, on préfère mettre ça dans des endroits où on commence déjà à avoir une situation critique. Donc, les données sont très, très importantes. Quand on veut, je dis toujours à mes étudiants, là, quand on veut donner un sujet, il faut savoir si vous avez des données. Il faut avoir d'abord si vous avez des données. Avec qui vous allez avoir les données? Quelle est la qualité des données que vous avez? Parce que sinon, vous risquez de perdre beaucoup de temps. Quand vous écrivez le projet de la thèse bien de votre mémoire, comment je vais traiter le problème? Quelle est la méthodologie? Quelles sont les données que je vais utiliser? Où sont les données? Si vous n'avez pas ça, vous risquez de passer beaucoup de temps là-dessus. Donc, voir avec quel type de données je vais faire le travail. Est-ce que les données sont disponibles? De bonne qualité, etc. Combien d'années de données j'ai besoin pour pouvoir effectuer? Si vous réunissez tout ça là, vous allez aller un peu plus vite. OK? Oui. Après, il y a l'externe. Je viens de l'université de Louisiane. Je vais la filière de sciences de la terre et de la société économique. Et puis, je suis monsieur Dédé. Mon thème est cartographie de. C'est de ça que je suis en train de dire. Tu travailles avec qui? Analyser les variables paysagères pour influencer la présence de la nourriture. Mais attends, tu rejoins ton voisin, non? Hein? Ah, vous avez sur le même projet. Ah, ok. Mais bon, je ne sais pas si le cacao, d'ici 20 ans, on va avoir encore du cacao en Côte d'Ivoire. Hein? Ok. Bon, moi, je disais que formation primaire, c'est détection, puis j'ai dérivé dans l'océanographie. Et puis, bon, voilà, je suis dans l'océanographie. Je suis dans l'océanographie, je suis responsable de l'équipe climat et environnement au sein de notre labo. Bon, voilà. Donc, je dirige un certain nombre de projets sur l'Afrique pour surtout tout ce qui est système d'observation. Système d'observation. Parce que c'est ça là notre gros souci. On veut faire il n'y a pas de données. Donc, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut installer des instruments de mesure, quels sont, avec les instruments qui existent, qu'est-ce qu'on a pu observer comme phénomène, etc., etc. Bon, je reviens donc, parce que pour parler du climat, etc., il faut avoir des données. Pour faire de la météo, il faut avoir des données. Or, les données, c'est les données de l'océan, aussi les données de l'atmosphère. Pour faire les prévisions, les ordinateurs qui sont utilisés pour faire la prévision météo, ce sont des ordinateurs très, très costauds. Parce que les données qu'on intègre là-dedans, des inputs là, c'est des variables qui sont des variables atmosphériques comme des variables océaniques. Donc, ça nécessite vraiment pas mal de données. Donc, quand on parle de météorologie, c'est pour voir les perturbations qu'on a à l'échelle de l'heure, de la journée ou plus de la semaine. Et ce sont ces mêmes données, par exemple de vent, de pression, etc., de température. En regardant ça sur 40, 50 ans, on peut alors décrire les climats.
Le climat, ce n'est pas 1 ou 2 années seulement, il faut avoir une longue série de données. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on devrait changer, par exemple, les livres de géographie que les enfants utilisent à l'école primaire ou encore au lycée, parce que les climats qui sont décrits là-dedans, ce n'est plus pareil. Ça change. Ça change. Nous, on a fait une étude avec des données pluviométriques du Ghana, de la Côte d'Ivoire, le professeur Oshu et moi. On a vu que, par exemple, la zone côtière, le climat du littoral, là, est devenu vraiment tout petit comme ça. Une toute petite zone. Donc, ça a changé. Donc, le climat, il n'est pas établi pour des siècles et des siècles. Lui aussi, il se modifie parce que on a une pression sur la nature, c'est-à-dire sur les paramètres qui vont entrer en ligne de compte dans l'étude du climat. Vous voyez, excusez-moi, quelqu'un qui... Excusez-moi. Je vais arrêter l'enregistrement et puis après, je vais le relancer.